très heureuse de recevoir Bernard Stiegler, un philosophe, à ma connaissance le seul, qui pense les nouvelles technologies. Il est directeur à l'IRI, l'Institut de recherche et d'innovation, au centre Georges Pompidou. Et il est également professeur à l'Université technologique de Compiègne depuis une vingtaine d'années déjà. Il est fondateur de Ars Industrialis, une association très importante qui également pense comme lui les nouvelles technologies. À part Compiègne, il est nommé aussi professeur l'an dernier, il a été professeur à Cambridge, donc en Europe, et cette année à Londres. Et puis, bon, chose importante, parce que là vous pouvez y aller, c'est à Épineuil-le-Fleuriel, où il a fondé, il y a 2 ans maintenant, l'école de philosophie. Une école de philosophie, un cours de philosophie, et non seulement cela, aussi un séminaire pour doctorants dans le monde entier. Donc de là à sortir de la bêtise systémique ou généralisée, c'est une autre histoire beaucoup plus complexe. Et c'est ça que Bernard Stiegler développe dans ce nouveau livre sur bêtise et savoir, état de choc au XXIe siècle. Et il commence par faire une critique constructive, très fouillée, très constructive aussi, de ses maîtres à penser, à commencer par Derrida, qui l'a beaucoup aidé d'ailleurs, et qu'il a connu, bien sûr, fréquenté personnellement, mais aussi Hegel, Marx. Donc le titre de la lecture de ce soir, c'est « Sortir de la bêtise », comme l'a précisé Brigitte Pasol à l'instant, sortir de la bêtise systémique. Parce que sortir de la bêtise en général, on ne peut pas. La bêtise est notre destin. Nous ne pouvons pas échapper à la bêtise, qui que nous soyons. La bêtise, c'est une dimension de ce que j'appelle la condition pharmacologique. Ce que j'entends par condition pharmacologique, comme vous l'avez dit, c'est le fait que nous sommes dépendants de techniques qui sont toujours à la fois des remèdes et des poisons. Un être humain privé de technique n'est pas viable, il ne peut pas survivre. Il est pris dans une situation que l'on appelle depuis un siècle environ néothénique, c'est-à-dire que c'est un être expulsé prématurément, inachevé, et il doit continuer son organisation, si je puis dire, son organisme, compléter son organisme par des organes qui sont des organes artificiels, que ce soit des silex taillés, des ordinateurs ou des centrales nucléaires d'ailleurs, ou encore des médicaments, des pharmacas, c'est le pluriel en grec de pharmakon, comme nous en prenons tous les jours, plus ou moins. En principe, l'être humain, dans toutes les formes de société, quelles qu'elles soient, en tout cas celles que nous connaissons, mais je crois que c'est aussi vrai des formes que nous ne connaissons plus parce qu'elles ont disparu, développe des organisations sociales, des processus, ce que nous appelons Ars Industrialis, des techniques de soi, qui visent à élever l'être humain, et nous élevons nos enfants, l'être humain c'est un être qui s'élève fondamentalement, à commencer par le fait d'apprendre à marcher, tout simplement. Et cette élévation se fait au prix de chute, c'est-à-dire que nous nous élevons dans la mesure où nous retombons. J'ai pris une image un jour, c'était l'image du poisson volant. Nous sommes comme des poissons volants, c'est-à-dire que nous vivons dans l'eau, dans un milieu plutôt, et comme des poissons vivent dans l'eau, dont nous sortons de temps en temps, ce qui nous permet, comme un poisson volant, de prendre le milieu en considération, d'en avoir une appréhension, mais nous y retombons sans cesse. Mais nous pouvons aussi, sans cesse, par toutes sortes de démarches, l'art, le travail, la religion, la magie, je dis la magie au sens de la société chamanique, les cultes spirituels sous toutes sortes de formes, l'éducation de nos enfants, les relations d'amitié, le sport, nous pouvons sans cesse sortir de cette condition de dépendance pour nous individuer, comme dit Gilbert Simondon. L'individuation, notre individuation, c'est-à-dire le fait de devenir ce que nous sommes, ce qui est aussi une référence à Nietzsche,
lui-même s'appuyant sur un poète grec qui s'appelle Pindare, hein, deviens ce que tu es, c'est l'enjeu de la lutte contre notre bêtise. Alors, sortir de la bêtise systémique, disais-je, ça je crois que c'est une possibilité. Je pense que nous pouvons sortir d'un état récent dans lequel se trouve aujourd'hui l'humanité tout entière, qui est l'organisation systémique de la bêtise. L'organisation systématique de la bêtise, ça existe. Je pense que lorsque Patrick Lelay parle de capter du temps de cerveau disponible, c'est une organisation systématique de la bêtise, parce qu'il s'agit véritablement de soumettre des temps de conscience, finalement, à des processus de conditionnement qui fassent que ces consciences ne sont plus des consciences, mais des cerveaux, comme le dit précisément Lelay. C'est-à-dire que ce qu'il vise, ça n'est pas une conscience, c'est un cerveau. Je pense que depuis quelques décennies, nous sommes entrés dans une situation économico-politique et industrielle qui a installé un état de fait de bêtise systémique, qui est beaucoup plus grave que l'exploitation systématique de la bêtise. La crise économique qui frappe le monde entier depuis 2008 et celle qui frappe l'Europe depuis 2011 a mis en évidence le règne de la bêtise. Donc le titre initial, que j'ai abandonné entre-temps, était Pharmacologie de l'université, où je voulais montrer en fait que l'université était toujours un espace, une institution académique qui est toujours en train de composer avec le pharmacone, c'est-à-dire de toujours travailler à faire avec le pharmacone, non pas de la bêtise, mais du savoir. Même si l'université produit des savoirs qui peuvent redevenir de la bêtise. Et c'est tout le problème contemporain. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Inside Job, par exemple, a montré comment de très grandes universités américaines d'une excellente qualité, Columbia, Harvard, Berkeley, en fait, ont été mises au service, c'est George Soros d'ailleurs qui le dit très, très clairement dans ce film, Inside Job, eh bien, ont été mises au service de la constitution de ce que j'appelle moi la bêtise systémique, du règne de la bêtise. J'ai aussi relu La Grande Transformation de Karl Polanyi qui parle de ce qu'il appelle le désencastrement du marché et de ses effets absolument ruineux sur la société, que Polanyi, avec une lucidité absolument exceptionnelle, voit venir, et il décrit en fait ce que nous vivons en ce moment. Il dit, cette installation, cette organisation économique conduira inévitablement à une destruction de la société, et ça c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Car aujourd'hui, la société est effectivement détruite. À commencer par l'institution familiale, qui est extrêmement abîmée, pour ne pas dire complètement explosée, par le développement des pharmacas que sont les industries culturelles, par exemple. Pas seulement les industries culturelles, mais beaucoup les industries culturelles. Et dans ce texte, La bête et le souverain, Derrida s'interroge sur la bêtise. Il s'interroge sur la bêtise en passant par une philosophe américaine qui s'appelle Avital Ronell, et en faisant également une critique de Gilles Deleuze, sur laquelle je vais revenir à l'instant. Et je dois vous dire que, lisant ce texte, pour la première fois de ma vie, j'ai été en désaccord avec Jacques Derrida. Pas simplement, je dirais, en nuance, avec des propos par rapport auxquels j'aurais pu prendre des distances en disant je ne dirais pas ça exactement comme ça, etc. Ce qui m'est arrivé très souvent en lisant Derrida, même si pour moi Derrida est un des plus grands penseurs du XXe siècle, c'est évident, et même de tous les temps. Mais là, c'était un désaccord radical. C'est-à-dire que, et je vais vous expliquer, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je suis en désaccord radical. Et pourquoi, pour une fois, je me suis mis du côté de Gilles Deleuze, parce que finalement, je pense que je suis beaucoup plus proche sur cette question de la bêtise de Deleuze que de Derrida. La bêtise nous frappe tous et en permanence. Et que par exemple, la bêtise, nous pouvons l'observer très concrètement lorsque nous montons dans notre automobile. En règle générale, lorsque nous nous installons au volant, nous démarrons, nous nous mettons à rouler dans une rue de Paris, nous devenons bêtes, parfois fous aussi, très rapidement. Et nous nous en rendons souvent pas du tout compte. En réalité, nous sommes pris dans des dispositifs, comme les appelait Foucault ou Deleuze, qui sont sans cesse en train de modifier nos comportements, et nous ne nous en rendons pas compte. Et nous avons créé avec Arnaud de Lépine ici présent, et beaucoup d'autres personnes, l'association Ars Industrialis. Et c'est une association qui a pour but de développer une politique industrielle des technologies de l'esprit, c'est comme ça que nous le disons, c'est-à-dire de technologies qui peuvent rendre bêtes,
comme le web ou toutes sortes de choses, mais qui peuvent aussi produire de nouveaux processus de transindividuation, comme nous les appelons, c'est-à-dire de constitution de nouvelles possibilités spirituelles, de nouvelles possibilités intellectuelles, de nouvelles possibilités d'individuation psychocollective, d'avenir, et donc d'élévation de l'humanité. Emmanuel Kant dit dans un livre, si vous prenez mes livres pour vous tenir lieu de pensée, alors ils vous rendent bête. Il ne le dit pas exactement comme ça, mais ils vous rendent mineurs, dit-il. Si vous lisez Kant pour que Kant vous serve à penser à travers Kant, mais sans penser vous-même à partir de Kant, et éventuellement contre Kant, tout contre, comme disait Sacha Guitry, eh bien vous devenez bête. N'importe quel livre rend bête. La question de la bêtise et du fait que la bêtise est provoquée par ce que je fais pour m'élever même, c'est-à-dire par les instruments même de ce par quoi je tente de m'élever, c'est une question qui est à l'origine même de la philosophie. C'est pas du tout une question que je suis en train de sortir et pour dire tout à coup comme une découverte. Non, c'est une question qui constitue la philosophie depuis son origine et qui a été reprise sans cesse par les philosophes. La bêtise que Platon met en évidence à partir d'une critique de la façon dont les sophistes utilisent l'écriture et les livres pour finalement empêcher de penser ceux à qui ils donnent l'impression qu'ils pensent. Et donc Socrate dit c'est extrêmement dangereux parce que c'est précisément au moment où on les empêche de penser qu'on leur donne à croire qu'ils pensent, c'est-à-dire que c'est précisément lorsqu'ils arrêtent de penser qu'ils croient qu'ils commencent à penser. Donc il n'y a rien de plus dangereux que cela. Platon dit c'est ce qui court-circuite ce qu'il appelle l'anamnésis, c'est-à-dire le fait de retrouver en soi-même la pensée, à partir de soi-même, et qui remplace l'anamnésis par... L'anamnésis, c'est ce qui était présenté dans le dialogue Ménon, comme étant la capacité pour l'esclave de Ménon, par exemple, de trouver en lui-même la nécessité de la géométrie. C'est ce qu'il appelle l'anamnésis, la réminiscence. C'est ce qui est court-circuité, dit Platon, par l'hypomnésis, c'est-à-dire par l'hypomnésis technique, en l'occurrence, qui est l'écriture, et qui peut me court-circuiter. La prolétarisation étant ce qui prend ce nom explicitement au XIXe siècle avec Karl Marx, qui est en fait décrit, à mon avis, avant Marx lui-même par Adam Smith, et qui consiste dans le fait que l'extériorisation du savoir, alors là, en l'occurrence, il s'agit du savoir-faire d'un travailleur, l'extériorisation du savoir-faire du travailleur dans la machine, fait que que le travailleur ne sait plus, qu'il perd son savoir, et que perdant son savoir, eh bien il perd, je dirais pas son humanité, car je ne me permettrai pas de dire que les prolétaires qui travaillent dans les usines ne sont plus des êtres humains, mais une dimension de son humanité qui lui permettait de s'élever en développant un savoir, précisément, c'est-à-dire de s'individuer, par exemple en travaillant. S'individuer en transformant le monde, en ouvrant le monde. Un ouvrier, ça ouvre un monde dans le champ de la serrurerie, dans le champ de la maçonnerie, dans toutes sortes de domaines. Et ça, c'est ce que, à partir du XIXe siècle, l'organisation industrielle du travail va progressivement détruire et qui va conduire à ce que Friedman appelait le travail en miettes, dans un livre célèbre qui était paru dans les années 60. Pharmacone, ça se traduit par médicament, et vous savez bien qu'en principe, les pharmaciens produisent des médicaments dont les prescripteurs ne sont pas les pharmaciens, mais les médecins. Et qu'à partir du moment où on pose que la situation de l'homme est une situation constitutivement, essentiellement pharmacologique, alors la question de la thérapeutique devient fondamentale. Et pour moi, la politique, c'est avant tout de la thérapeutique. C'est-à-dire, c'est ce qui vient prescrire des façons de produire du soin à partir des pharmacas. De soigner avec des médicaments, des usines, des machines, des appareils, le web et tout ce que vous voulez. Le projet d'Ars Industrialis, c'est de produire des propositions positives de thérapeutique par rapport au pharmacone contemporain. Le savoir ne peut pas être opposé à la bêtise. Ça, j'ai essayé de le dire tout à l'heure. Et mon but dans ce livre, ça n'est pas d'opposer le savoir et la bêtise. Il n'y aurait pas d'un côté le savoir et ceux qui savent, et de l'autre côté la bêtise et ceux qui sont bêtes et qui ne sont pas savants. Non, parce que les plus bêtes sont souvent les savants. Je ne dis pas cela pour condamner le savoir, bien au contraire. Ce que je veux dire par là, c'est que la grande question, c'est dans ce livre, pour moi en tout cas, c'est d'écrire une économie
où la bêtise et le savoir ne sont pas en opposition, ne sont pas des choses qu'on peut simplement opposer, mais sont toujours en train de composer l'un, le savoir, avec l'autre, la bêtise. Deleuze précise, la bêtise n'est pas l'animalité. Il précise cela après avoir cité Frédéric Nietzsche, qui disait que le projet de la philosophie, c'était de nuire à la bêtise. De nuire à la bêtise. Non pas au sens où je voudrais nuire à ceux qui sont bêtes, mais je veux nuire à ma propre bêtise d'abord. C'est-à-dire que la bêtise me frappe d'abord moi-même. Et si je ne la vois pas en tant qu'elle me frappe moi-même, je ne peux pas la combattre, y compris chez les autres. Est bête celui qui régresse. Et ici, si j'en avais le temps, on le dira peut-être dans la discussion, il faudrait passer par Freud. Freud, qui au début du XXe siècle s'est mis à étudier la régression. Et a montré que nous régressons tous sans cesse. La régression est une des principales questions qui apparaît au début du XXe siècle, parce que, à partir du début du XXe siècle, à travers la psychanalyse, et la psychanalyse est l'objet de Différence et répétition de Gilles Deleuze, c'est un dialogue avec Freud, Différence et répétition, eh bien, la psychanalyse a découvert toute une pathologie de la bêtise, mais qui n'apparaît plus comme étant la bêtise, mais la névrose, et tous les processus qui frappent, en particulier d'ailleurs dans une période de crise, de grande crise culturelle en Autriche, à Vienne, une grande transformation sociale qui va susciter des phénomènes comme l'hystérie, etc., etc. Deleuze dirait, selon Derrida, que la bêtise est le propre de l'homme, et Derrida dirait à Deleuze, mais c'est pas possible de dégager quelque chose comme étant le propre de l'homme dans la bêtise. Dès qu'on veut dire que l'animal ne peut pas être bête, alors ça veut dire qu'on veut séparer systématiquement et radicalement l'homme de l'animal, et du coup, on est dans la métaphysique des oppositions. Deleuze entend séparer l'homme et l'animalité quant à la bêtise, en disant sans équivoque, de façon décidée, déterminée, citation de Deleuze, la bêtise n'est pas l'animalité. Aristote, dans le traité de l'âme que je citais au début, dit il faut distinguer trois types d'âme. Âme, ça veut dire, chez les Grecs, psyché, ça veut dire être animé, être qui est animé, c'est-à-dire être vivant, en réalité. Il faut distinguer les âmes végétatives, qui sont les plantes, les âmes sensitives, qui sont les animaux, et les âmes noétiques, qui sont ce qu'on appelle les êtres humains. Chez Simonon, la question, c'est l'individuation. Je peux m'individuer, par exemple, en jouant du piano, en élevant mes enfants, en donnant des cours à mes élèves, en produisant dans mon travail de l'invention, des propositions nouvelles. Mais je peux aussi me désindividuer. Et très souvent, je suis tenté par la désindividuation. C'est-à-dire, par exemple, je suis tenté d'abandonner le processus d'individuation que je porte en moi pour me soumettre à des processus de désindividuation comme, par exemple, le temps de cerveau disponible sur TF1 ou les sophistes auxquels s'oppose Socrate à l'époque, au 5e siècle avant Jésus-Christ. La bêtise, c'est ce qui consiste à soumettre, à se laisser dominer par la pulsion, par exemple, ou par le mimétisme, et à renoncer à produire son désir, son individuation à travers ce que je crois il faut penser après Freud comme des processus de sublimation et d'idéalisation. Le sujet de ce bouquin, je vais pas assez vite, je suis désolé, le sujet de ce bouquin, c'est la bêtise telle que je crois, au cours d'un processus que j'ai pas le temps de développer ici aujourd'hui, mais qui passe à partir des années 70-80, en France en particulier, par ce qu'on appelle le post-structuralisme, c'est-à-dire une pensée qui implique Deleuze, Derrida, Lyotard et un certain nombre d'autres. C'est ce qui va conduire, selon moi, la situation dont je parle, c'est ce qui va conduire finalement à un doute sur la possibilité même de lutter contre la bêtise. On pourrait poser dans le principe qu'il est possible de lutter contre la bêtise, sans illusion de quelque victoire possible que ce soit. On ne peut jamais la vaincre, la bêtise, mais on peut toujours la combattre. C'est le point de vue que je défends dans ce bouquin. Et pour lutter contre un état de fait économique et politique qui a conduit au règne de la bêtise. Et là, je fais un bilan de 50 années de pensée française, dont je pense qu'en grande partie, la pensée française a conduit à renoncer à lutter contre la bêtise.
Et que cela, c'est extrêmement grave. Précisément, ça s'est traduit par le fait que toute critique de l'économie politique a été abandonnée par les intellectuels français. Et que cet abandon de la critique de l'économie politique a conduit finalement à considérer comme une fatalité, sans alternative possible, le développement de la bêtise systémique que, par exemple, TF1 revendique à un moment donné à travers la bouche de Patrick Lelay. Je pense par contre, comme à Vital Ronel, et comme Nietzsche, parce que c'est à Nietzsche qu'elle doit ce point de vue d'ailleurs, que le savoir ne peut pas être séparé de la bêtise. Acquérir du savoir, c'est toujours commencer à produire de nouvelles bêtises. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà de la philosophie des Lumières pour penser une philosophie des ombres et des lumières. Lorsqu'Alan Greenspan, qui est quand même en principe un économiste, et même qui devrait être un très grand économiste, puisqu'il dirige à l'époque la Banque fédérale des États-Unis, c'est-à-dire la monnaie mondiale, l'économie mondiale, explique que finalement il n'a plus de prise sur l'économie parce qu'il a perdu le savoir même de l'économie, c'est très précisément parce qu'il s'est soumis à un état de fait toxique du pharmacone qu'est l'écriture numérique de la finance. Et je pense qu'il est tout à fait possible de lutter contre cet état de fait. Ça suppose une critique de l'économie politique et une reconstruction d'une économie politique basée sur une thérapeutique de ces instruments financiers, par exemple, et de toutes sortes d'autres instruments. Il s'agit de passer à un nouveau programme de travail à partir de cette pensée post-structuraliste et pour précisément élaborer ce que j'appellerais une philosophie du choc technologique. Je veux dire par là que j'ai essayé de montrer dans un livre précédent, le livre précédent qui s'appelait « Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue », que l'histoire des sociétés humaines est exclusivement l'histoire des chocs techniques et technologiques. Et ça, depuis l'origine même de l'homme, depuis 2 millions d'années. Que très régulièrement, les sociétés humaines connaissent des chocs. Et nous vivons le choc technologique permanent que depuis Schumpeter, le capitalisme organise constamment. Mais il est donc vrai qu'il y a une question d'accélération de ces chocs qui fait qu'on a l'impression qu'on devient stupide devant cette accélération, qu'on est face à cette stupeur dans laquelle nous sommes, on se retrouve bête. Lorsque une grande mutation technologique se produit, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle détruit des circuits, ce que j'appelle des circuits de transindividuation, c'est-à-dire de construction sociale, qui étaient en vigueur, elle les court-circuite, elle les ruine, et elle détruit la société. Mais en général, quand arrivent des choses comme cela, derrière se recompose ce que j'appelle le deuxième temps de l'époque, du redoublement épocal technologique, où à partir de cette expérience du dessaisissement, de l'échappement, de la stupeur, de la bêtise, on peut dire aussi, va se construire une nouvelle forme de l'individuation, de l'intelligence collective, une nouvelle époque, par exemple la Renaissance. Il faut aujourd'hui que la philosophie retourne vers cette pharmacologie des chocs technologiques pour effectivement analyser toute la bêtise qu'elle peut produire, cette pharmacologie des chocs technologiques, mais aussi tout ce qu'elle produit comme nouvelle forme d'individuation. C'est un appel, ce livre, où j'appelle les universités du monde entier à s'unir dans ce que j'appelle, Britt l'a évoqué tout à l'heure, une internation. Non pas une internationale des universités, mais une internation. L'internation est un concept qui vient de Marcel Mauss. Quelle est la différence entre l'international et l'internation? L'international, c'est ce qui ménage un espace de droit international entre des nations constituées. L'internation, c'est ce qui fait que les nations se co-individuent dans un concert des nations, qui n'est plus quelque chose qui est de l'ordre du droit international, qui est d'ailleurs un droit des contrats, c'est-à-dire qui est essentiellement un droit commercial, ou un droit de la guerre, mais qui deviendrait un droit planétaire. Je pense que seules les universités peuvent produire cela. Et je considère qu'aujourd'hui, les universités sont en position de dicter des conditions de leur collaboration à la vie industrielle et économique. Il faut qu'elles contribuent à cette vie économique et industrielle, parce qu'il faut nourrir les 350 000 bébés qui naissent tous les jours. Mais il faut le faire sous certaines conditions. Et ces conditions, il faut aujourd'hui les négocier. Je peux vous dire que si Cambridge, UCLA, Berkeley, la Sorbonne, etc., d'un seul coup disaient « nous nous unissons et nous vous disons d'accord, nous voulons bien travailler avec vous sur l'agroalimentaire, le nucléaire, les nanotechnologies, tout ça, mais à telles conditions. » Les conditions étant, vous ne nous dictez plus les objets sur lesquels nous travaillons. Nous travaillons dans la liberté académique, mais ça ne veut pas dire que nous ne travaillons pas en relation avec vous. Nous travaillons en relation avec vous à travers le numérique. Parce que le numérique a totalement transformé l'espace académique.
Emmanuel Kant dit il faut que l'intérieur de l'université travaille avec l'extérieur de l'université. Parce que, dit-il, à l'extérieur de l'université, il y a des sociétés savantes, il y a des académies, il y a des gens qui ne sont pas des professeurs, qui ne sont pas des professionnels de l'enseignement, mais qui sont des scientifiques, qui sont des savants non corporatifs, comme il les appelle. Il précise des amateurs. Aujourd'hui se développe un amatorat avec les technologies numériques absolument extraordinaire, qui produit énormément de savoir et qui devrait conduire au développement de ce que j'appelle dans ce livre une recherche contributive, c'est-à-dire une recherche qui associerait étroitement la société à la vie scientifique, philosophique, etc. Et dernier point, je propose dans ce texte un nouveau contrat intergénérationnel, parce que si nous voulons que le numérique pénètre dans les universités et qu'il s'y développe, non pas pour faire plaisir à Facebook ou à Google, mais pour véritablement développer une nouvelle forme de savoir, parce que le numérique c'est la nouvelle forme de l'écriture, tout simplement, c'est une écriture électronique, eh bien il faut qu'un nouveau contrat intergénérationnel se développe, se produise, se mette en œuvre à travers cette recherche contributive. La technologie numérique, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une technologie de publication. Publication sous forme écrite, sous forme audio, sous forme vidéo. Christian là est en train de filmer, il va publier, il a posté comme aujourd'hui ce qu'il a enregistré sur votre site. Bon. Et nous postons tous en permanence des choses. Donc, il y a une reconstruction de processus de production de la part des individus qui les réinstallent dans des acquisitions de savoir. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a des textes que je ne comprends pas, et plus je les lis, moi je les comprends, mais plus ils me surprennent. Et ils me comprennent. C'est-à-dire qu'ils me prennent dans leurs bras, si je puis dire. Ils me portent, et dans ma surprise, qui n'est pas une stupeur, là, une surprise, j'appelle ça la surpréhension. Le livre qui viendra après, Veux-tu devenir mon ami, parle de ça. Là, il y a quelque chose qui se produit, et qui est quoi? Un processus d'individuation, justement. Dans Ars Industrialis, nous parlons beaucoup des techniques de soi. Et ce que vous dites là, pour moi, c'est la possibilité, à travers une pratique comme l'écriture, par exemple, de produire une technique de soi, c'est-à-dire la construction de soi. Mais des techniques de soi, autrefois, la plupart des activités étaient des techniques de soi. Aujourd'hui, elles ne sont plus du tout des techniques de soi, parce qu'elles sont justement court-circuitées par des cabinets spécialisés dans la dissémination de comportements à travers le marketing ou d'autres démarches de ce type-là. Et donc tout ça, il faut le réapprendre. C'est possible pour deux raisons. D'abord parce que les gens souffrent énormément aujourd'hui de ne plus avoir accès à ça. Ils commencent à faire l'épreuve de la misère consumériste dont ils souffrent, donc ils ne sont plus heureux du tout. Et par ailleurs, les mutations technologiques le permettent. Il y a des nouvelles formes de rétention tertiaire, comme je les appelais tout à l'heure, des nouvelles formes d'écriture qui le rendent possible. Donc il y a beaucoup de possibilités nouvelles. Là, je pense que je vais vraiment me faire bousculer par l'opinion savante internationale, si ce livre est lu en tout cas. Moi, je pense qu'ils n'ont pas vu, en tout cas, ils n'ont pas clairement vu, ils n'ont pas mesuré les conséquences du fait que, en 1920, Freud dit il faut que j'abandonne les positions que j'avais jusqu'alors développées à partir de l'étude de l'hystérie en 1895. 25 ans après, son livre avec Breuer et ses expériences chez Charcot, etc., il dit qu'il faut repenser complètement le problème du désir, de la pulsion, de l'inconscient, etc. Il faut tout remettre en route, parce que j'ai été confronté à ce qu'il appelle la névrose traumatique, et à cette fameuse compulsion de répétition qui fait que, contrairement à tout ce qu'il avait dit jusqu'alors, eh bien, des humains répètent des scènes de déplaisir, et qu'ils trouvent, d'une certaine manière, une jouissance dans le déplaisir. Et que donc, il n'y a pas de coïncidence entre ces deux dimensions. Et à partir de là, il va découvrir, à partir de la compulsion de répétition, la pulsion, ce qu'il appelle les pulsions de vie et les pulsions de mort, Eros et Thanatos, etc. Et là, donc si on ne prend pas en compte ce changement de position de Freud, alors on ne peut pas comprendre véritablement ce qui est en jeu dans Freud quant à la question du désir et du savoir. Parce que moi, je ne distingue pas savoir et désir. Je pense que le désir, c'est précisément ce qui produit du savoir. Si on dit que le désir, c'est par exemple l'amour, c'est la forme la plus reconnue, disons, du désir, l'amour.
Et si on dit qu'aimer, je dis bien aimer, je ne dis pas s'énamouracher, s'enticher, avoir une aventure, je parle d'aimer. Aimer voulant dire instruire un processus de co-individuation dans la durée, ce qu'on appelle dans un langage qui est un peu tabou aujourd'hui parce qu'il a des connotations religieuses, la fidélité. Si on dit que aimer, c'est, moi je dis, investir dans un objet de désir, alors cet investissement développe du savoir. Vous savez bien, si vous avez aimé des gens, qu'ils vous ont appris quelque chose, et que vous avez ensemble développé des savoir-vivre, des savoirs de toutes sortes. Et je ne sépare pas vraiment la question du savoir et la question du désir. La bêtise et le savoir, pour moi, ne s'opposent pas. Le bien et le mal sont en opposition, structurellement. Par exemple, chez les Grecs d'avant Platon, l'arrêté, qui ressemble à ce que nous appelons le bien, mais qui veut dire la vertu, ne s'oppose pas au mal. Elle est bipolarisée, justement, au sens où j'en parlais tout à l'heure. Mais ce n'est pas la même chose. Voilà, moi ce que j'essaye de penser dans le cours que je donne dans cette école, c'est une façon de repenser toutes ces questions, les grandes polarités qui sont traduites par bien, mal, vrai, faux, savoir, bêtise, etc., selon des modèles qui sont des modèles dynamiques bipolaires, et qui ne sont pas des oppositions. C'est difficile. C'est difficile, mais en même temps, justement, grâce à Deleuze, à Derrida, à Lyotard, à Foucault, à beaucoup d'autres, c'est possible aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait un énorme travail pour ça. Pourquoi c'est intéressant le réel? Même quand il est, comme aujourd'hui, extrêmement dur et ingrat, et d'une extrême violence, et même parfois, pour moi, terrorisant. Il m'arrive d'être terrorisé par l'actualité. Eh bien, c'est parce qu'il nous oblige à penser autrement. Et à un moment donné, on se dit, bah oui, c'est évident, quoi. On s'est contenté pendant 50 ans de penser comme ça, on ne peut plus. On est obligé. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier tout ce qu'on a pensé avant. Ça veut dire qu'il faut se mettre à penser autrement à partir de ce qu'on a pensé auparavant. Un système, c'est toujours une organisation. Mais c'est pas parce qu'il y a une organisation qui se met en place qu'il y a des gens qui ont présidé à cette organisation. Ça se met en place systémiquement. Et chez moi, systémiquement, ça veut dire pas systématiquement. Systématiquement, ça veut dire de façon délibérée. Il y a des gens qui décident que. Tandis qu'une organisation systémique, c'est pas du tout délibéré. Par exemple, les coraux qui forment des organisations complexes, c'est systémique, mais c'est pas systématique. C'est-à-dire que il n'y a aucune volonté de la part des coraux de devenir des coraux, mais ça se met en place comme ça parce que ce sont des organes. Ces questions relèvent de ce que j'appelle, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais de l'organologie générale. Je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis combatif. Voilà, et j'essaye de combattre des choses, et puis on verra bien à l'issue de ce combat. Et je ne suis pas le seul, voilà, je me dis que je ne suis pas le seul, nous sommes très nombreux aujourd'hui à être plus ou moins combatifs. Maintenant, nous sommes désarmés, c'est ça que dit ce livre. Nous sommes très profondément désarmés. Pour se battre, il faut des concepts. Les armes, quand on veut mener une lutte pacifique, parce que quand je dis que je veux me battre, je ne veux pas dire que je veux assassiner des gens ou mettre le feu à la bourse ou je ne sais pas quoi. Et je ne crois pas du tout qu'il faille faire cela. Donc je veux mener un combat pacifique. Quand on veut mener un combat pacifique, les armes avec lesquelles on se bat, ce sont des concepts. Et ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, nous manquons de concepts. Nous manquons gravement de concepts. Depuis 50 ans, s'est mis en place un système qu'on appelle la finance, enfin pas tout à fait 50 ans, 40 ans, qu'on appelle la financiarisation. Et que cette financiarisation, elle a été rationalisée par les penseurs, y compris les grands penseurs français que j'admire toujours. Mais il y a des moments où ils ont dit, ouais, c'est un état de fait, quoi. Ils ont naturalisé au sens où on peut dire qu'il y a des choses qui sont culturelles, qui sont des artefacts, on les présente comme des choses inévitables. Par exemple, Alain Minck disant le marché, c'est la nature. C'est-à-dire qu'on est obligé de se soumettre. Non, c'est pas du tout la nature, le marché c'est une institution, et on peut tout à fait le transformer, cette institution. Alors il y a eu une espèce d'état de choc, justement. Naomi Klein a bien montré comment ça a été développé. C'était pour tétaniser la pensée, pour la frapper de stupeur, qu'elle arrête de penser pour qu'elle ne résiste plus. Et ça a marché, cette logique-là, très longtemps. Moi-même, j'ai marché là-dedans. Je vous le dis très directement, par toutes sortes de faiblesses. Bon, il y a toutes sortes de choses que je n'ai pas vues, que j'ai vues trop tard. Et nous sommes très nombreux, et vous aussi. Tout le monde, et les partis politiques, y compris le Parti communiste, l'extrême gauche, etc. Parce qu'il y a eu une espèce
comment dire, de déconceptualisation de l'économie, voilà, qui a été abandonnée à des spécialistes soi-disant, qui sont devenus du coup des techniciens et non plus du tout des savants, des théoriciens. Et tout ça a conduit à une catastrophe qui est l'état ultime de la prolétarisation qu'on écrivait tout à l'heure avec Greenspan. Toute l'université a contribué à ça. Toutes les disciplines ont été plus ou moins complices, y compris en disant « Allez, je me réfugie au Moyen-Âge, comme ça, bon, je ne m'occupe pas de tous ces trucs vulgaires. » C'est catastrophique, cet état de fait. Et je pense que ça ne peut plus durer. Donc, et quand je dis ça, c'est pas un procès que je vais instruire contre quiconque, c'est une responsabilisation que je veux faire ouvrir pour demain, pour l'avenir. 3 ans et demi après, on en est toujours à cet état de misère mentale qui ne se voit pas qu'à droite. Hein. C'est évidemment à cause du lobbying, c'est évidemment à cause de, on pourrait dire aussi, la lâcheté des politiques, il y a toutes sortes de raisons qui sont vraies, la lâcheté des citoyens aussi. Mais c'est d'abord un désarmement conceptuel. On n'a pas su penser la financiarisation, la mondialisation, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut se mettre au travail, et il y a beaucoup de travail. Voilà, on essaye de faire ça au sein d'Ars Industrialis, on essaye de le faire dans d'autres structures aussi. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'on a du mal à remonter la pente. En même temps, il y a des moments où, tout à coup, d'un seul coup, vous savez, c'est comme Sherlock Holmes, d'un seul coup, il comprend tout. Hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez des éléments qui se rassemblent, et il y a une intelligence nouvelle qui s'installe, et c'est un nouvel état de choc, mais là, c'est la société qui devient, voilà, qui passe à une nouvelle, c'est une transition de phase, quoi. Peut-être que nous sommes au bord de quelque chose comme ça. C'est un nouveau processus d'individuation collective. Moi, j'y crois beaucoup. C'est ce qui me fait espérer, non pas être optimiste, mais espérer. Merci beaucoup, merci d'avoir contribué à la déprolétarisation, n'est-ce pas? En général, on ne peut pas. La bêtise est notre destin. Nous ne pouvons pas échapper à la bêtise, qui que nous soyons. La bêtise, c'est une dimension de ce que j'appelle la condition pharmacologique. Ce que j'entends par condition pharmacologique, comme vous l'avez dit, c'est le fait que nous sommes dépendants de techniques qui sont toujours à la fois des remèdes et des poisons. Un être humain privé de technique n'est pas viable, il ne peut pas survivre. Il est pris dans une situation que l'on appelle depuis un siècle environ néoténique, c'est-à-dire que c'est un être expulsé prématurément, inachevé, et il doit continuer son organisation, si je puis dire, son organisme, compléter son organisme par des organes qui sont des organes artificiels, que ce soit des silex taillés, des ordinateurs ou des centrales nucléaires d'ailleurs, ou encore des médicaments, des pharmacas, c'est le pluriel en grec de pharmakon, comme nous en prenons tous les jours, plus ou moins. En principe, l'être humain... c'est à Épineuil-le-Fleuriel, où il a fondé, il y a 2 ans maintenant, l'école de philosophie. Une école de philosophie, un cours de philosophie, et non seulement cela, aussi un séminaire pour doctorants dans le monde entier. Donc de là à sortir de la bêtise systémique ou généralisée, c'est une autre histoire beaucoup plus complexe. Et c'est ça que Bernard Stiegler développe dans ce nouveau livre sur bêtise et savoir, état de choc au XXIe siècle. Et il commence par faire une critique constructive, très fouillée, très constructive aussi, de ses maîtres à penser, à commencer par Derrida, qui l'a beaucoup aidé d'ailleurs, et qu'il a connu, bien sûr, fréquenté personnellement, mais aussi Hegel, Marx. Donc le titre de la lecture de ce soir, c'est « Sortir de la bêtise », comme l'a précisé Brigitte Patol à l'instant, sortir de la bêtise systémique. Parce que sortir de la bêtise, dans toutes les formes de société, quelles qu'elles soient, en tout cas celles que nous connaissons, mais je crois que c'est aussi vrai des formes que nous ne connaissons plus parce qu'elles ont disparu, développe des organisations sociales, des processus, ce que nous appelons Ars Industrialis, des techniques de soi, qui visent à élever l'être humain
et nous élevons nos enfants, l'être humain, c'est un être qui s'élève fondamentalement, à commencer par le fait d'apprendre à marcher, tout simplement. Et cette élévation se fait au prix de chute, c'est-à-dire que nous nous élevons dans la mesure où nous retombons. J'ai pris une image un jour, c'était l'image du poisson volant. Nous sommes comme des poissons volants, c'est-à-dire que nous vivons dans l'eau, dans un milieu plutôt, et comme des poissons vivent dans l'eau, dont nous sortons de temps en temps, ce qui nous permet, comme un poisson volant, de prendre le milieu en considération, d'en avoir une appréhension, mais nous y retombons sans cesse. Mais nous pouvons aussi, sans cesse, par toutes sortes de démarches, l'art, le travail, la religion, la magie, je dis la magie au sens de la société chamanique. Je suis très heureuse de recevoir Bernard Stiegler, un philosophe, à ma connaissance le seul, qui pense les nouvelles technologies. Il est directeur à l'IRI, l'Institut de recherche et d'innovation, au centre Georges Pompidou. Et il est également professeur à l'Université technologique de Compiègne depuis une vingtaine d'années déjà. Il est fondateur de Ars Industrialis, une association très importante qui également pense comme lui les nouvelles technologies. À part Compiègne, il est nommé aussi professeur l'an dernier, il a été professeur à Cambridge, donc en Europe, et cette année à Londres. Et puis, bon, chose importante, parce que là vous pouvez y aller. Les cultes spirituels sous toutes sortes de formes, l'éducation de nos enfants, les relations d'amitié, le sport. Nous pouvons sans cesse sortir de cette condition de dépendance pour nous individuer, comme dit Gilbert Simondon. L'individuation, notre individuation, c'est-à-dire le fait de devenir ce que nous sommes, ce qui est aussi une référence à Nietzsche, lui-même s'appuyant sur un poète grec qui s'appelle Pindare, deviens ce que tu es, c'est l'enjeu de la lutte contre notre bêtise. Alors, sortir de la bêtise systémique, disais-je, ça je crois que c'est une possibilité. Je pense que nous pouvons sortir d'un état récent dans lequel se trouve aujourd'hui l'humanité tout entière, qui est l'organisation systémique de la bêtise. L'organisation systématique de la bêtise, ça existe. Je pense que lorsque Patrick Lelay parle de capter du temps de cerveau disponible, c'est une organisation systématique de la bêtise, parce qu'il s'agit véritablement de soumettre des temps de conscience